c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Échange encore très fécond aujourd'hui entre Saylor et Breedlove, toujours dans la même foulée pour cette troisième étape du volet de la série Saylor intitulée Souveraineté immortelle. Un titre qui peut paraître peut-être un peu pompeux à première vue, souveraineté immortelle, mais dont tu verras qu'il va peu à peu prendre tout son sens. Infatigablement, Saylor partage avec nous tout ce qui, dans son expérience de vie d'ingénieur, d'entrepreneur, d'investisseur et de philanthrope, éclaire la singularité et la puissance de Bitcoin. Resituons-nous dans cet échange. L'autre jour, Saylor s'employait à démontrer à quel point on sous-estime l'importance de la fonction de réserve de valeur du Bitcoin, tant on se focalise de son point de vue sur ses fonctions de moyens d'échange et d'unité de compte. Puis, judicieusement sans doute, il décrivait l'univers crypto comme ce panier de crabes où bien des projets crypto envieux de la réussite du Bitcoin s'enferment dans une logique d'auto-sabotage en lui tapant dessus bêtement au lieu de s'appuyer sur lui, de grimper sur son dos. Saylor tirait quelques enseignements clés pour conquérir le marché et acheminer progressivement vers l'étang crypto la liquidité de l'océan de la finance traditionnelle. Il faut adopter à tout prix une approche segmentée et se concentrer sur un cas d'usage particulier. Pour faire des choix éclairés, il convient également de bien distinguer les différences, les attributs respectifs des réseaux numériques et de leurs homologues cryptographiques. On en était à peu près rendu là. Reprenons cette conversation et j'attire ton attention sur le point suivant. On a atteint ici un segment de la saga où les événements évoqués sont de plus en plus récents, les sujets toujours plus brûlants, on touche presque à l'actualité même du Bitcoin. Et tout va si vite dans cet univers crypto que le contexte a déjà beaucoup évolué. On en reparlera tout à l'heure. Retiens juste pour le moment que cette conversation, elle a lieu le 5 janvier 2021, soit 5 mois avant que le Salvador ne donne cours légal au Bitcoin et quelques trimestres à peine avant que le temps n'ait révélé l'extrême fragilité d'énormes châteaux de cartes trop vite encensés. Donc, quand on songe à la segmentation de l'industrie de la crypto, faut penser en ces termes, diviser et conquérir. Un réseau cryptographique est une forme de vie dotée d'un encodage génétique en son cœur. Et résoudre le problème avec un être humain ou avec un réseau numérique, c'est très différent. Lorsque vous concevez le protocole Bitcoin et que vous le lâchez comme ça dans la nature, il prend vie, il se multiplie, tous ces nœuds se propagent comme tous ces mineurs, plus en plus nombreux. Plus moyen de remettre le génie dans la bouteille, plus moyen d'en modifier le génome une fois relâché dans la nature. C'est à l'image du plancton qui se répand, asseyant sa domination sur tout l'écosystème. Et si Dieu avait une meilleure idée, il en a eu. Après avoir créé le plancton, il a fait ses petits poissons, les verrons, ou bien des bactéries. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il a créé une nouvelle espèce. Alors vous avez une meilleure idée ? Créez donc quelque chose de différent. Et si ce truc différent occupe le même écosystème énergétique que celui du plancton, ça marchera pas. Mais prenez un oiseau, il peut coexister avec un cerf, sans problème. Mais il est difficile de faire coexister dans le même espace deux oiseaux prédateurs supérieurs. L'un va manger l'autre, une seule créature prédatrice supérieure donc.
Et il me semble que le même principe s'applique à la cryptographie qu'il faut considérer comme l'évolution d'une nouvelle force vitale dans le cyberespace et dont le code génétique revêt une importance capitale. Donc si vous voulez vraiment y arriver, mon avis c'est que lorsque vous sortez la crypto-monnaie hyper confidentielle, orientée privacy, vous devez l'annoncer clairement. Voilà pourquoi elle est conçue, voici à quoi elle sert, on la développe, on la laisse respirer, on la laisse vivre, et on ne cherche pas à la manipuler ou à la bidouiller. Hors de question de revenir dessus et de décider qu'en fait on voulait que le singe soit doté d'ailes mais aussi de branchies pour nager. Et si à la télé je vois ces boîtes serre trop cool et que je veux y mettre des boîtes serre dessus aussi, hein? Vous pouvez pas être ce techno-enthousiaste qui bricole la cryptographie. L'état d'esprit qui doit vous animer, c'est celui de ce chercheur génial en blouse blanche dans le labo qui crée un nouveau type de vie, un virus, une créature. Vous êtes dans cette posture, vous n'avez qu'une seule chance, là, dans le laboratoire, et vous avez enfin terminé. Pas moyen de le récupérer. Prenez conscience de l'importance de cela. C'est un protocole. La vie est un brin d'ADN, un ADN qui va se mouvoir et faire Dieu sait ce qu'il va faire. Vous créez la vie. À quel point serait-il dévastateur pour Dieu de dire « Bon, j'ai créé les êtres humains, mais je me suis loupé sur un truc. Je vais donc les rappeler pour les bricoler un peu et sortir l'être humain 2.0. » Ça pose légèrement problème, non? L'analogie biblique, c'est le déluge, où tout le monde y passe, tout simplement. Ou des trucs fous dans le jardin d'Éden. Mais avec des trucs comme Ethereum. Vous avez votre Ethereum 1.0 et maintenant vous essayez de bricoler Ethereum 2.0. Vous auriez tout intérêt à faire un truc vraiment différent plutôt que de réadapter ce truc parce que là, c'est comme si on revenait en arrière pour forcer l'ADN. Ça, vous pourriez le faire sans encombre avec un réseau numérique. C'est ok si vous tournez sur un seul serveur, vous switchez et tout le monde switch avec vous. Mais l'essence même d'une forme de vie décentralisée, c'est que ses constituants sont tous différents et ont tous le droit de prendre leurs propres décisions. Et si vous êtes en capacité de leur ordonner de faire quoi que ce soit, c'est plus si décentralisé que ça, n'est-ce pas? Robert, exactement, ce n'est pas décentralisé. Michael. Donc, de ce point de vue, lorsque j'analyse l'industrie de la crypto, j'en déduis que la segmentation logique à adopter est la suivante. Les actifs d'une part, les applications d'autre part, et enfin les monnaies. Être un actif, c'est précisément le but d'un réseau crypto, et c'est ce que Bitcoin est, clairement. Puis Bitcoin Cash et Bitcoin Satoshi Vision et tous les autres cherchent à l'être aussi, mais il paraît assez évident que Bitcoin représente 93 à 94% de tous les actifs, que les autres tendent vers zéro. L'unique moyen de ne pas disparaître est d'être différencié d'une manière qui plaît au marché, soit une espèce différente, non? Je peux pas me contenter d'être presque un lapin, je dois être un loup, je dois me différencier du lapin. Et, avertissement de taille, différenciez-vous de sorte que le marché vous apprécie. En d'autres termes, tâchez de vous différencier de façon à ce que Mère Nature vous procure un avantage dans le jeu de la sélection naturelle. Donc, prendre Bitcoin, le forquer et lui faire des transactions 10 fois plus rapidement n'est pas suffisant car vous demeurez 1 million de fois plus lent que d'autres moyens permettant de faire des transactions. Donc, c'est tout simplement pas une mutation génétique qui va fonctionner. C'est un exemple de mutation génétique défectueuse qui va tuer son porteur. Cette mutation conduira à son extinction. Les mutations génétiques se produisent tout le temps dans la nature. La plupart d'entre elles sont des erreurs. Certaines d'entre elles ont un véritable potentiel. Si je peux me tenir debout sur 2 pieds, que mes yeux se mettent à fonctionner 10 fois mieux que les vôtres et que j'en viens à fabriquer des missiles, alors il n'est pas exclu que ça fonctionne pour moi. Il y a peut-être bien que je me reproduirai. Donc il n'est pas impossible qu'une mutation génétique naturellement avantageuse se produise sur Bitcoin. C'est pas inconcevable. C'est juste que celle qui se présente à nous aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Allons bon. Vitesse de transaction, c'est pas terrible du tout. Confidentialité, c'est sans doute une bonne chose, mais cela constitue une menace réglementaire et ça revient à porter une cible sur le front. C'est-à-dire que dès que les régulateurs fermeront les échanges crypto, en priorité, ils passeront une loi contre ça. Pas vrai? Donnez-moi un exemple de mutation sur Bitcoin qui en ferait un actif réserve de valeur distinct, digne d'exister. Robert.
J'y ai beaucoup réfléchi, j'en ai dressé une liste, sans pour autant pouvoir en identifier une qui ferait l'affaire. Bitcoin perfectionne les propriétés clés de la monnaie dont on a besoin, même si une mutation ou une innovation se produit, que le marché la juge utile et que ça se manifeste dans sa capitalisation boursière, Bitcoin est également en mesure d'absorber les fonctionnalités de ses concurrents dans son outil Exo7 existant. Michael. Tout comme le font les organismes vivants et les entreprises lorsqu'ils se trouvent confrontés à un concurrent coriace. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Robert. Exactement. Instagram a absorbé la fonction Story de Snapchat et a totalement détruit ce dernier, pas vrai? Michael. Ouais, donc rien à l'horizon pour le moment. Pas inconcevable qu'un concurrent surgisse un jour, mais pour l'instant, Bitcoin doit représenter apparemment près de 94% du marché des crypto-actifs. Difficile d'y inclure Ethereum, bien qu'actuellement doté d'un consensus basé sur la preuve de travail, parce qu'il passera prochainement à la preuve d'enjeu. Je suis pas convaincu du tout que cette preuve d'enjeu se révèle intellectuellement pertinente à long terme. C'est loin d'être prouvé. L'idée même pourrait tout à fait s'avérer défectueuse, pas vrai? Ça nous ramène à cette situation que nous avons déjà évoquée. Vouloir à tout prix entraver les antilopes, c'est un peu ça en somme la preuve d'enjeu. C'est un peu comme si quelqu'un se plaignait que nous utilisons trop d'énergie, des écologistes qui auraient pris le contrôle, exaspérés par une telle utilisation d'énergie, et bien décidés à passer une loi pour arrêter tout ça. Mais on parle là d'une loi pour entraver les antilopes contre la nature. Donc si l'on considère les 4-5% de crypto-actifs qui restent, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, à mon sens, aucun d'entre eux n'est suffisamment différencié pour espérer la moindre chance de survie dans ce monde darwinien. Leur destin est tendre vers zéro, tout simplement. Ensuite, on passe en revue les crypto-monnaies. C'est simple, les stablecoins. Les gens deviennent à moitié fous si vous les considérez comme des crypto-monnaies parce que tout le monde veut que le Bitcoin en soit une. Si la définition d'une monnaie, c'est de l'argent que vous pouvez légalement dépenser dans un pays sans payer d'impôts, Bitcoin n'en fait pas partie à la différence de Tether. Parce que c'est assez simple. Lisez donc le code fiscal de l'IRS, les autorités fiscales américaines. Vous constaterez qu'à peu près partout sur Terre, ils vont le taxer comme un actif. Il n'y a pas de mal à cela. En fait, c'est mieux. C'est en fait une erreur. Pourquoi voudriez-vous créer une monnaie pour le court terme 1 milliard de fois plus coûteuse à mettre en œuvre en termes de calcul que l'autre méthode? La seule et unique raison pour laquelle vous voudriez faire quelque chose 1 milliard de fois plus cher, c'est l'immortalité, la souveraineté immortelle. Ça, c'est une bonne raison. Mais vous l'avez. Si vous l'avez sur 99% de vos actifs, 99,9% du temps, alors vous êtes bon. Alors vous pouvez vous permettre un peu de risque pour disposer d'une performance 1 milliard de fois plus rapide sur un réseau numérique. Donc voilà pour les monnaies. La seule raison d'une crypto-monnaie est l'arbitrage réglementaire, peut-être l'innovation due à la décentralisation. Si vous pouvez argumenter qu'on va innover plus vite parce qu'on est régi par les lois de Singapour et que les gens à Malte peuvent utiliser une crypto-monnaie singapourienne, que c'est pas techniquement illégal, mais que c'est 100 fois mieux parce qu'on peut exploiter cette opportunité d'arbitrage réglementaire, vous pourriez l'appeler un marché libre. Alors ok, alors je pense qu'il y a une place pour une crypto-monnaie. Robert, j'imagine que vous pourriez également ajouter le facteur de vitesse. Tether peut être déplacé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que les dollars américains restent soumis à certaines restrictions en termes de temps ou de juridiction, ainsi que de contrôle des capitaux. Michael, d'un autre côté, vous pouvez utiliser Apple Pay 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez utiliser Square Cash de la même manière. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas utiliser un réseau numérique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, Binance est un réseau numérique. Vous pouvez trader 24/7 sur Binance, ou déplacer de l'argent sur une plateforme d'échange ou entre deux plateformes d'échange. Ça, je peux le faire sur un réseau numérique. J'ai pas besoin d'un réseau crypto. Donc utiliser un stablecoin numérique ou un stablecoin crypto, c'est une question d'arbitrage réglementaire, des questions de confidentialité, questions de confiance. Robert, je suppose que Tether pourrait être qualifié de réseau numérique vu qu'il n'est pas décentralisé.
Vous faites confiance à une contrepartie. Michael, parce qu'il y a une autorité centrale, c'est ça. Donc on pourrait presque argumenter que si Tether est le roi des stablecoins, il fonctionne sur un réseau numérique, pas sur un réseau crypto. Par exemple, si on prend DAI, l'ironie est que DAI est vraiment décentralisé. Mais les gens ne l'apprécient guère car il est assez inefficace pour stabiliser la valeur. Mais vous pourriez créer une crypto-monnaie stablecoin avec un oracle en utilisant un flux d'informations et en utilisant Bitcoin comme garantie sous-jacente et créer un dollar synthétique, un euro synthétique. Vous pourriez le faire. En aurons-nous besoin? Ça dépend. Ça nous amène aux applications crypto et aux applications numériques. Binance, Coinbase, Huobi et les autres, ce sont des échanges numériques, des réseaux numériques d'échanges. Puis il existe des échanges décentralisés, non? Uniswap, SushiSwap. Cette notion très romantique selon laquelle les échanges décentralisés vont supplanter les échanges numériques. Moi, personnellement, j'en doute. On verra bien. J'ai tweeté la chose suivante. Donc, j'achète 400 millions de dollars de Bitcoin, je le fais sur une période de 7 jours durant laquelle j'ai une exposition sur un échange numérique. Je transfère le Bitcoin dans un stockage à froid pour les 10 ou 20 prochaines années. Il se retrouve donc en dehors de l'échange numérique pendant les 7500 jours suivants. Cela signifie que 99,9% du temps ou plus, je ne suis pas exposé au risque d'un échange numérique. Et tout le monde s'exclame « Les échanges numériques sont super risqués !» Mais on parle là d'un risque comparable à celui de traverser la rue, Robert. Ça t'empêche pas pour autant de le faire. En théorie, lorsque tu traverses sur le passage pour piétons, si le petit bonhomme passe au rouge, tu peux te faire écraser par un camion et en mourir, ok? Vas-tu pour autant soutenir qu'il faut construire des passerelles sur chaque passage pour piétons dans le monde? Non, parce que ça revient cher, tu sais. Alors que va-t-il se passer là-bas? Je sais pas, mais il me semble que Binance se débrouille très bien en tant qu'échange centralisé, que Square fonctionne très bien en tant qu'application client numérique. Et si Apple Computer annonçait la possibilité d'envoyer du Bitcoin ou de l'argent via Apple Pay ou iMessage demain, je pense que beaucoup de gens s'en réjouiraient et que personne ne s'en plaindrait. Tout cela, c'est vraiment une question d'économie. C'est 1 million de fois moins cher. C'est une question de performance. C'est 1 million de fois plus rapide. Et c'est une question de fonctionnalité. C'est 1 million de fois plus fonctionnel et de conformité. Ils sont probablement plus en conformité dans le pays où vous vous trouvez. Donc s'il y a moyen de le faire sur un réseau numérique, c'est probablement ce que vous ferez. Lorsque vous pensez crypto, il faut vraiment vous poser la question. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour moi là-dedans pour que je veuille une souveraineté immortelle? Qu'est-ce qui est si important? À coup sûr, c'est ma force vitale. Si vous me dites, Michael, je vais prendre toute votre énergie, la protéger et réaliser vos souhaits dès aujourd'hui et pour les 1000 années à venir. Moi je pense que ça vaut le coup. C'est une religion, c'est une crypto. Tenez, regardez, j'ai un parc. J'aimerais le voir bien entretenu et ses arbres élagués pour qu'il reste merveilleusement beau pendant les 1000 années à venir. Ça va me coûter $1 million par an. Si je mets 50 millions de dollars dans un fonds de dotation qui génère un rendement de 2%, alors je pourrais raisonnablement vous dire, Robert, pourquoi ne mettrais-tu pas mon fonds de dotation de 50 millions de dollars dans Bitcoin? Et la question derrière, c'est comment vais-je réaliser mes souhaits pendant 1000 ans? Eh bien, la façon dont on s'y prend de nos jours, c'est de créer une institution, comme l'institution Rockefeller ou l'institut Hughes. Et vous faites confiance aux êtres humains. Ce dont on parle vraiment, c'est du réseau crypto Bitcoin comme couche de base capable de conserver toute l'énergie monétaire pendant 1000 ans. 100 ans. Si vous pensez que 1000 ans c'est fou, partons sur 100 ans. Et ensuite on parle d'un réseau numérique. Peut-être que jardinier.com ou bien Amazon s'en chargeront parce qu'ils feront probablement tout d'ici la fin de la décennie. Rien ne leur échappera. Je vous la fais en version simplifiée. Disons simplement que je veuille expédier des fleurs à tous les membres de ma famille pour leur anniversaire pendant les 100 années à venir avec une petite note de ma part leur disant combien je les aime. C'est un truc plus simple. Je dote un compte en Bitcoin, je crée un compte Amazon, je le relie aux fleurs, je mets en place un mécanisme quelconque pour que les enfants soient ajoutés à l'unité familiale à leur naissance, et le truc laisse s'écouler un filet d'énergie monétaire en Bitcoin
le convertit en monnaie fiduciaire, achète les fleurs pour 187 000 $ la douzaine de roses en 2047 et les expédie à la personne, et je meurs heureux, et pendant les 100, les 1000 prochaines années, les fleurs sont ainsi livrées aux descendants de la lignée familiale Saylor, parce que tel fut mon dernier testament. Et comment aurais-je procédé il y a 100 ans à la place de Johnny D. Rockefeller? J'aurais une tonne d'actifs, probablement beaucoup d'or et d'actions. Notez qu'ils possédaient toutes les compagnies pétrolières et qu'elles existent toujours. Puis je mettrais une partie de tout cela dans une fondation à but non lucratif, pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, l'exemption d'impôts. Voilà pourquoi vous devez acquérir ce statut d'organisation à but non lucratif. Vous savez, tous vos gains en capital sont exemptés d'impôts, bénéficient de ces avantages fiscaux, tous vos revenus aussi, pas vrai? C'est plutôt une bonne idée, non? Et ensuite, vous mettez en place un conseil de gouvernance. 5 conseillers qui désignent un gestionnaire de fonds et nomment un gestionnaire d'entreprise. Lorsque l'un d'entre eux prend sa retraite, un processus de comité de sélection permet de nommer le suivant. Nous voilà probablement à la 7e génération de conseillers de l'Institut Rockefeller. Au fait, John G. Rockefeller, c'est lui qui a créé l'université de Chicago. Elle fonctionne toujours. Rockefeller a créé beaucoup de choses qui fonctionnent toujours. L'université Rockefeller. Donc, je peux le faire à l'ancienne. Pour le faire correctement, on parle sans doute de 100 millions de dollars d'actifs et d'un budget de fonctionnement annuel de 5 millions de dollars. À 1 ou 2 millions de dollars par an, ça suffit pas. 5 millions de dollars par an, c'est le minimum. Votre meilleure option, c'est de devenir une université, une religion, une église ou une organisation à but non lucratif, un institut Youk. C'est ainsi que vous obtenez une souveraineté immortelle ou une souveraineté à long terme. Une autre approche classique à ce problème consiste à acquérir toutes les terres de l'Hudson et à les donner à l'État de New York pour en faire un parc d'État ou un parc national comme celui de Grand Teton et à obtenir du gouvernement fédéral et de l'État qu'ils acceptent de le financer à perpétuité par l'intermédiaire de la Smithsonian Institution. Le problème, c'est que parfois on peut pas faire confiance au gouvernement. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais le mieux, c'est de s'en remettre à un État ou à un gouvernement fédéral. Tout cela fonctionne jusqu'à ce que le gouvernement échoue ou revienne sur un point ou un autre. En fin de compte, c'est pas vraiment à la portée d'une petite ou moyenne entreprise ou d'un particulier. C'est quoi YouTube? YouTube, ça vous permet de devenir votre propre chaîne de télévision. De quoi parle-t-on ici? Le cliché, soyez votre propre banque. Si on l'envisage selon une autre perspective, imaginons, je suis une personne normale, j'investis ma propre énergie monétaire dans le Bitcoin, je le connecte à un réseau numérique, je donne les clés à quelqu'un en qui j'ai confiance, un membre de ma famille, un héritier, je le fais peut-être en multisig, au lieu d'avoir 5 personnes dans un conseil d'administration. Si vous avez 5 personnes dans un conseil d'administration d'un fonds de dotation avec 100 millions ou 1 milliard de dollars, ils sont maintenus honnêtes en remplissant des formulaires fiscaux annuels avec l'IRS. En théorie, ils peuvent être tenus personnellement responsables s'ils fraudent la fondation ou s'ils abusent de leur confiance fiduciaire. Mais vous savez, c'est une idée du XXe siècle. Une meilleure idée serait de placer l'argent en Bitcoin. Je place l'argent dans Bitcoin et j'ai 3 ou 5 clés numériques. Et il faut 3 des 5 pour voter sur quoi que ce soit. Tous les 3 mois, il leur faut prouver qu'ils sont en ligne et sains d'esprit. Et si quelqu'un manque à ce devoir, les 4 autres en nomment automatiquement un 5e. Et lorsque l'un d'entre eux prend sa retraite, il transfère automatiquement sa clé, qui me permet de dématérialiser un fonds de dotation, un conseil d'administration, une société, une institution. Et c'est devenu peut-être une simple application dans le cyberespace, branchée sur une couche de base d'énergie monétaire. Ça réalise un truc, quel que soit ce truc. Il s'agit donc d'une combinaison de personnes et de réseaux numériques et de réseaux cryptographiques afin de permettre aux gens de réaliser leurs vœux les plus chers sur de longues périodes de temps. Voilà, c'est tout pour ce 3e segment du 8e volet. Ça te plaît, j'espère. À ce stade, j'imagine que si tu poursuis la saga, c'est que comme moi, ça t'ouvre de nouveaux champs de réflexion et où ça te permet d'exprimer dans un autre langage des compréhensions auxquelles tu as déjà abouti. En l'occurrence, cette comparaison entre d'une part les protocoles, suite Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, et d'autre part le brin d'ADN de toute vie biologique,
cette comparaison semble adéquate à de nombreux égards. On imagine Satoshi peaufinant soigneusement sa créature, puis bien conscient de la gravité du moment, la relâchant pour toujours dans la nature. À partir de là, Bitcoin se réplique, se propage, prend vie, agençant les ressources autour de lui. Les premiers pas de Bitcoin, quelque peu hésitants, sont tout à fait émouvants. Il suffit d'écouter le podcast Enigma Nakamoto ou lire le premier chapitre de l'élégance de Bitcoin pour l'apprécier pleinement. Le protocole Bitcoin, c'est Scott dont la prolifération dépend d'une couche sociale toute dévouée à sa cause. Et cette adhésion est au rendez-vous, car la conception minimaliste de Bitcoin répond à un objectif précis, bien défini, explicité dans le livre blanc, mettre à la disposition de tous un système de paiement pair à pair, un réseau de règlements incensurable pour un instrument au porteur. Une proposition suffisamment claire, même si elle peut donner lieu à diverses interprétations, pour susciter l'intérêt grandissant de divers segments de la population. Des individus de tous bords, bien conscients de la pertinence et de la portée d'une telle proposition. Ils le savent, l'ADN de Bitcoin, unique en son genre, vient combler dans l'écosystème technologique humain un vide d'autant plus flagrant que le superprédateur qui régnait sans partage sur cette niche, notre glorieux lion et talon or, a vu sa suprématie millénaire rongée par une domestication forcée. Ce rapprochement, protocole, ADN, nous livre d'autres enseignements. Premièrement, inutile de lâcher dans la nature un projet insuffisamment puissant pour s'imposer sur l'apex prédateur. There's no second best. Il n'y en aura qu'un. Inutile aussi de se lancer dans l'arène darwinienne à moins d'être suffisamment différencié. Principe validé si l'on considère le destin tragique des nombreux forks de Bitcoin, tous ces projets mutants du protocole Bitcoin qui ne sont guère parvenus à rallier à leur cause mineurs, opérateurs de nœuds et utilisateurs. Constatons ensemble l'ampleur du carnage à travers ces quelques exemples. Bitcoin Cash, BCH, le projet phare de Roger Ver, au cœur de la Block Size War, lâché dans la nature le 1er août 2017. Un mutant qui se différencie par la capacité qu'il donne à chacun de payer en Bitcoin son café plus vite et pour moins de frais, mais au prix d'une blockchain plus lourde affectant la décentralisation de Bitcoin, donc sa résistance à la censure. Bilan des courses, comparé à Bitcoin, Bitcoin Cash a déjà perdu 98% de sa valeur. Bitcoin Gold, BTG, lâché dans l'arène quelques mois plus tard, la mutation vise ici à accroître le degré de décentralisation grâce à un algorithme de minage résistant aux ASICs, une mutation dysfonctionnelle facteur de déstabilisation pour tout l'écosystème. Bitcoin Gold, c'est une performance de moins 99,92% à ce jour. Il y a aussi Bitcoin Diamond, Bitcoin Private, puis en novembre 2018, Bitcoin Satoshi Vision, autre mutant prétendant refléter plus fidèlement la vision de Nakamoto. La chute de son cours, moins 94% à ce jour, témoigne de ses maigres chances de survie. Bon, et puis on pourrait l'étoffer cette liste, et l'étendre au centuple côté projet crypto indépendant du protocole Bitcoin, où là, fréquemment, c'est vraiment la foire. Des nuées de proto-organismes promis à la mort dès leur envol, concentration affolante de projets crypto éphémères, insensés, conçus dans le seul et unique but d'enrichir à coups de buzz marketing des investisseurs peu scrupuleux, trop conscients de l'attrape-nigo qu'est leur token rutilant. Deuxième enseignement de ce parallèle entre protocole et ADN, s'en tenir au projet initial bon sang, renoncer à la tentation du fignolage constant, au fantasme de nouvelles chimères, au bricolage du protocole en plein vol. Car à chaque opération majeure, on complexifie, on introduit des failles, et à chaque ajustement du narratif, pour rester engagé dans la course, on signale l'absence de vraies lignes directrices différenciatrices. Chaque retour au labo, décidé de façon unilatérale, aggrave cette errance et révèle à la communauté sa profonde inutilité. Des critiques qui visent sans doute Ethereum
régulièrement en quête d'un nouveau destin. Saylor émet d'ailleurs des doutes appuyés quant à la pertinence de la métamorphose annoncée par ce projet phare du segment application crypto. Ethereum s'apprête alors à modifier une partie de son génome, troquant son mécanisme énergivore de consensus par preuve de travail, proof of work, par un antique mécanisme remis au goût du jour, la preuve d'enjeu proof of stake. C'est le choix stratégique d'une mutation différenciante visant à imposer dans l'opinion publique les prétendues vertus environnementales d'Ethereum tout en décrédibilisant Bitcoin. Là, c'est l'histoire du panier de crabes. Le passage de Proof of Work à Proof of Stake a lieu à la mi-septembre 2022, 18 mois plus tard, accompagné d'un coûteux tintamarre médiatique. L'opération n'a guère porté de fruits jusqu'à présent. Non seulement le marché valide la supériorité technique du Proof of Work de Bitcoin, mais l'establishment loue chaque jour un peu plus la contribution de Bitcoin aux politiques énergétiques et environnementales. Bon, 2 mots sur la privacy, la confidentialité, un vrai sujet difficile à balayer d'un revers de la main. On l'a évoqué déjà, si Saylor choisissait de promouvoir cet atout du Bitcoin, s'il décidait de soutenir les efforts visant à renforcer le caractère privé des transactions sur Bitcoin, alors oui, il se collerait une cible sur le front. Et c'est pas le combat qu'il a choisi de livrer, pas en priorité en tout cas. Mais on a là une niche écologique stratégique qui ne demande qu'à être occupée, d'où les privacy coins comme Monero, Zcash et Dash, voués à cet objectif, mais progressivement délistés des exchanges et bannis des pays. Les transactions de Lightning et Liquid offrent un certain niveau de confidentialité et l'utilisation de mixeurs permet de brouiller les pistes. Mais dans quelle mesure et pour combien de temps encore ? L'enjeu est profond, indissociable du projet Bitcoin. Redonner la possibilité à tous d'échanger librement à l'abri de la censure. Pas question ici d'alimenter les poncifs du genre « Bitcoin est un outil pour les criminels ». Non, toutes les analyses officielles réfutent ces accusations. Là, il s'agit de préserver sa sphère privée de l'intrusion croissante de l'État dans nos vies, dans nos foyers, dans notre intimité. Ce n'est malheureusement plus un sujet à esquiver au prétexte qu'on n'a absolument rien à cacher, une attitude que j'ai longtemps cultivée. Le risque est réel, la pente glissante. Le risque d'un flicage centralisé de nos moindres dépenses s'accroît, tout comme la possibilité de sanction de nos comportements non conformes à l'idéologie en place, qu'importe si cela bafoue nos droits les plus fondamentaux et méprise le bon sens. Il y a cet enjeu, cette niche écologique, et souhaitons que Bitcoin parvienne à l'occuper. Il y a bien d'autres passages sur lesquels je souhaiterais réagir, sans m'attarder pour autant ni me répéter. C'est que le contexte a bien changé depuis cette conversation. 6 mois après cet échange, le Salvador donne cours légal au Bitcoin et l'on peut désormais acquitter l'impôt en Satoshi dans bien des municipalités, comme la ville de Lugano. Bitcoin unité de compte, c'est une réalité depuis quelques jours sur l'île de Prospera, zone économique privée du Honduras. Ça bouge. Bitcoin est bien une monnaie en devenir. Bitcoin deviendra sans doute aussi et surtout le nouveau sous-jacent, la couche de granit, fondation d'un système monétaire remodelé où l'on retrouvera du fiat, plus ou moins dur. On n'a pas encore évoqué le sujet des stablecoins sur le podcast, et je ne suis pas un expert en la matière. Ces crypto-monnaies sont conçues pour maintenir une valeur stable par rapport à un ou plusieurs actifs spécifiques. Et les stablecoins permettent, entre autres usages, de ne pas rester exposé à la forte volatilité du cours de crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, sans pour autant repasser en fiat, ce qui constitue un événement imposable. Tether, USDT, arrimé au dollar, existe depuis 2014. C'est le stablecoin le plus ancien et le plus populaire. Son concurrent, l'USDC, est géré par Circle et Coinbase. Citons aussi le DAI, dont Saylor parle. C'est un stablecoin décentralisé sur la blockchain Ethereum et également indexé sur le dollar américain.
Alors, mon avis encore peu éclairé sur la question, c'est qu'il y a quelques produits assez fiables, comme Tether, au milieu de projets plus ou moins bancals, plus ou moins réglo. Le stablecoin Binance USD voit son marché s'effondrer actuellement sur fond de litige réglementaire, et au mois de mai 2022, le crash retentissant du stablecoin Terra USD, capitalisé à hauteur de 30 milliards de dollars, provoquait la ruine d'investisseurs crédules. Pour autant, il y a un cas d'usage majeur et donc les expérimentations vont se poursuivre pour mettre sur le marché des solutions plus résilientes encore. La solution fera peut-être intervenir de nouvelles approches comme la mise en œuvre de contrats logarithmiques discrets, DLC, associés à des marchés décentralisés sur Bitcoin. Truc un peu complexe que le mathématicien Pantamis développe chez Helen Market et que Théo Mogenet de l'Institut Bitcoin a récemment fait connaître au public par le biais d'un article et d'une interview absolument passionnante. Je te laisse quelques liens sur le sujet. Enfin, à propos du passage piéton et du risque prétendument limité associé aux exchanges, je suis d'accord sur le fond. Sauf qu'on le constate à chaque meet-up, beaucoup trop d'investisseurs crypto, des bitcoiners en devenir, à l'aise avec la technologie, procrastinent et laissent des années durant leurs satoshi sur ces plateformes centralisées. On en connaît la fragilité. Alors à son corps défendant, Saylor ne pouvait pas prévoir alors l'essor record puis la chute historique d'FTX. Il insisterait sans doute davantage aujourd'hui sur la nécessité d'extraire au plus vite son Bitcoin de ces plateformes et d'en assurer soi-même la garde. Not your keys, not your coins. Pas tes clés, pas tes Bitcoins. Enfin, pour conclure, si l'on peut regretter que Bitcoin ne soit toujours pas intégré à Apple Pay, c'est le cas depuis peu sur Telegram en Éthiopie. Va savoir ce qui se trame là-bas d'ailleurs, avec cette annonce officielle d'un méga projet de minage sur le plus grand ouvrage hydraulique d'Afrique, le barrage de la Renaissance sur le fleuve du Nil. Un truc de fou encore, ça bouge partout. Tueur de Mister en est convaincu, en 2024, chaque entreprise va ressentir le besoin pressant de développer une stratégie Bitcoin. Ça promet du mouvement. On se retrouve dans une semaine pour la fin de ce 8e volet où tu vas piger enfin cette histoire de souveraineté immortelle. Tu verras, c'est sympa, c'est pratique et ça plane à la fois. Du Saylor quoi. Allez, passe une bonne journée ou une excellente soirée. Ciao.